Salut! Une nouvelle cartouche, 30 septembre. J'espère qu'elle sera publiée aujourd'hui parce que je l'enregistre le lundi. Les précédentes, je les avais enregistrées le dimanche. Donc, j'avais fait le montage le lundi matin. Et là, j'ai pris du retard. Donc, elle sera bâclée et rapide. Alors, ça, c'est un serment d'ivrogne quand je dis que cela va être rapide. Alors, euh, on va aborder des questions juridiques et judiciaires. Ça va devenir un propos important de cette chaîne. On continuera le reste. On aura d'autres entretiens cette semaine. On va recommencer ces entretiens sur l'actualité française et l'actualité internationale. Ce travail critique et de réinformation. Mais en parallèle, et j'y reviendrai bien sûr, je vais me concentrer sur la question de la justice dans notre pays. Ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent, savent que je considère que l'appareil judiciaire français est devenu un pouvoir politique. On y reviendra, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, si ce n'est que on va examiner certaines des conséquences de cette situation, de ce pouvoir politique dans des affaires qui sont de ce point de vue-là tout à fait exemplaires. Alors, je vais commencer bien évidemment par la tragédie de la jeune Philippine, une affaire qui présente toutes les caractéristiques du scandale d'État. Et quand je dis scandale d'État, il y a la responsabilité de l'État, on va en parler bien sûr, mais il y a également le scandale dans la façon dont l'opinion publique a réagi avec le clivage fort classique que nous connaissons aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer trop dans ces polémiques qui ont opposé une certaine droite et une certaine extrême droite. Faut pas le nier, mais je veux dire, parler d'une tragédie de ce type et des problèmes politiques qu'elle révèle, c'est la moindre des choses. Et là, de l'autre côté du spectre politique, lequel spectre politique, gauche-droite, personnellement, je n'y souscris pas, hein. Donc ceux que je vais appeler la gauche, et puis bon, l'extrême gauche, les gauchistes, moi j'ai connu les gauchistes en 68 et après, bon, tout ça, ce sont des plaisantins, mais bien évidemment, dès qu'on aborde certaines questions, ils poussent des hurlements et ils ont une pratique systématique du double standard. Bon, donc, euh, la jeune Philippine a été violée et assassinée. Violée, je crois, hein, je ne sais pas si c'est d'ores et déjà établi par l'instruction, mais elle aurait été violée et assassinée, et là je reprends le conditionnel, par un citoyen marocain qui était passé par le système des mineurs non accompagnés en France, qui a déjà commis un viol, qui fort heureusement, mais je crois grâce à la présence d'esprit de la victime, ne s'est pas terminé par un assassinat, et qui a été condamné à une peine de réclusion criminelle de 7 ans. Et il se trouve que c'était un mineur à l'époque des faits, mineur officiel, hein. Je connais assez bien la question des MNA et 60% de ceux qui sont pris en charge par les ASE, les aides sociales à l'enfance, ne sont pas mineurs. Mais c'est un autre débat, c'est une autre question. Alors, le, le, le- cette personne a accompli sa peine, une partie de sa peine, et au bout de 5 ans, il a été remis en liberté. Alors, les remises de peine, c'est quelque chose de normal. Ça fait partie de tous les systèmes carcérales dans le monde. C'est-à-dire que c'est un moyen d'essayer de travailler à l'amendement. C'est un moyen aussi d'acheter une forme de paix dans les établissements pénitentiaires, sachant que l'enfermement est une grande violence. Elle est légitime, elle est justifiée, elle est méritée, cette violence. Mais c'est quand même une grande violence et donc il faut
obtenir le calme et avoir de ces établissements pénitentiaires des fonctionnements les plus apaisés possibles. Donc la question de la remise de peine, c'est-à-dire la carotte comptant, parce qu'il faut voir les choses comme ça, la carotte comptant est un outil précieux. Alors, à la suite de ça, et c'est là où on rentre dans la catastrophe et le scandale d'État, c'est-à-dire que cette personne qui était irrégulier dès le départ sur le territoire français est frappée par une OQTF, obligation de quitter le territoire français, et qu'il faut la faire exécuter. Les réglementations européennes, les réglementations internationales auxquelles nous avons souscrit nous imposent, je ne rentre pas là non plus dans le détail des sources écrites et des décisions de jurisprudence qui en sont l'application, mais pour pouvoir expulser quelqu'un, frappé d'OQTF, il faut pouvoir justifier, c'est un exemple que je prends, il faut pouvoir justifier que on a la garantie qu'il sera bien traité dans son pays de retour, ce qui est quand même assez extraordinaire. La France peut se dire, écoutez, c'est pas un de mes citoyens, la façon dont son propre pays le traite, c'est son affaire. Bien. Personnellement, moi, c'est ma position. Elle n'a rien de raciste. Elle est celle du fonctionnement normal d'un État-nation territorial et de la notion du concept de citoyenneté. Alors, en attendant qu'on puisse l'expulser, surtout que lui c'était un délinquant avec des risques de récidive, eh bien on le met dans un centre de rétention qui est donc une privation de liberté, mais cette privation de liberté obéit à un certain nombre de conditions. Et en particulier, il faut une autorisation du juge des libertés. Alors le juge des libertés, c'est la règle, les attributs, les accepte ou les prononce, pardon plutôt, les prononce pour une période donnée. On peut demander le renouvellement, mais avec cette particularité incroyable et qui a fonctionné au détriment de la sécurité de la jeune Philippine, c'est-à-dire que il faut que la décision, là, c'était le troisième ou quatrième renouvellement, je ne sais plus. Il faut pouvoir justifier d'un nouveau motif intervenu depuis l'autorisation de rétention précédente. Or, le juge des libertés, si j'ai bien compris le texte de son ordonnance, dit il y a des risques de récidive, mais je n'ai pas les moyens, je n'ai pas le motif sur la période considérée qui permettent de le renouveler. De renouveler cette décision de rétention. Donc, il est sorti et a immédiatement récidivé pour commettre son abominable forfait. Après avoir examiné les conditions dans lesquelles cette affaire s'est déroulée, cette tragédie s'est déroulée, on peut voir que la responsabilité de la justice, la responsabilité directe, est atténuée. Elle résiderait uniquement dans l'utilisation des remises de peine. En revanche, la responsabilité de l'État est purement et simplement écrasante. Elle renvoie à ce qui se passe d'habitude, elle renvoie à toutes les statistiques, euh, à qui on fait dire souvent ce qu'on veut. Il suffit de les torturer. Je ne sais plus qui disait ça. C'est pas Churchill, encore que je me demande. Donc, l'État qui est incapable d'assurer la sécurité du territoire, et en particulier sur ce point précis, l'exécution des OQTF, c'est-à-dire d'expulser du territoire des gens qui n'ont rien à y faire, qui sont des irréguliers, qui sont en infraction, et ne le pouvant pas, ou ne s'en donnant pas les moyens, eh bien, l'État est responsable lorsque un délinquant, en l'occurrence un criminel, a effectué sa peine, il a payé sa dette à la société, il est remis en circulation, alors que sa dangerosité est une évidence. Et puis, au plan des principes, il n'a rien à faire en France, il n'a rien à faire chez nous. Nous sommes souverains, nous voulons avoir la maîtrise de notre territoire. Donc, les citoyens et les étrangers que nous acceptons dans des formes juridiques particulières sont les bienvenus. En revanche,
ceux-là doivent partir. Eh bien, l'État est incapable de le faire. Donc, on aboutit à la fameuse phrase, si l'OQTF avait été exécuté, Philippines serait toujours vivante aujourd'hui. Alors on va me dire c'est très démagogique, c'est une instrumentalisation d'une tragédie. Non, ça suffit, ça suffit. Hein. Cette carence de l'État est tout à fait insupportable. Alors, y a-t-il un laxisme de la justice? Moi, ma réponse est oui. Je pense qu'il y a un laxisme de la justice. Je pense que il est dû au manque de moyens de ce service public, mais c'est une histoire ancienne qui ne s'est sûrement pas améliorée avec Éric Dupond-Moretti. C'est difficile de rendre la justice, les procédures sont beaucoup trop longues. Pensez donc, la jeune gendarme qui a été tuée par un chauffard après un refus d'obtempérer. L'affaire s'est déroulée il y a 4 ans. L'auteur de l'accident n'est toujours pas jugé et il est en liberté. Comment voulez-vous que l'opinion publique, commencée par la famille, accepte cette situation? Il aurait dû être jugé dans les 6 mois. Et ça n'est pas une justice expéditive. Il suffit de travailler. Il suffit d'avoir des magistrats en nombre suffisant, hein, et de leur demander de faire le boulot. Bon. Donc, il y a le déficit de moyens. Et puis, il y a également un problème politique, un problème idéologique. Nous avons une magistrature qui a une sociologie particulière, qui historiquement, c'est tout le propos de mon livre, s'est émancipée du pouvoir d'État, a conquis son indépendance, mais cette indépendance, elle l'a mise au service, non pas de l'impartialité, ce qui est sa mission, ce qui est son devoir, elle l'a mis au service de sa partialité. Et elle la revendique, cette partialité. Les magistrats ne sont pas plus laxistes, il y a de tout dans les magistrats, vous avez tout. Mais je veux dire, ils sont pas, c'est pas un corps laxiste, c'est pas ça, mais on leur demande de l'être. Qui demande aux magistrats de ne pas incarcérer? Qui vote les lois? Qui n'a pas construit les places de prison? Qui en permanence rajoute des obligations de motivation? Vous savez qu'aujourd'hui, pour mettre en détention, il faut motiver. Pourquoi on n'utilise pas des alternatives à l'incarcération? Il faut lire les textes du syndicat de la magistrature. On peut lire aussi ceux de l'Union syndicale des magistrats, qui n'est pas tellement en reste. Syndicat de la magistrature, c'est plutôt LFI. Union syndicale des magistrats, c'est plutôt le Parti socialiste. Il y a une vraie idéologie particulière qui les amène à considérer qu'ils ont une mission directement politique et qu'ils doivent imposer un certain nombre de normes qui sont les leurs et non pas celles qu'a décidé le législateur avec des pouvoirs, avec des espaces d'interprétation. Ça, c'est normal, c'est la jurisprudence. Mais ils doivent obéir au peuple qui a adopté des textes par ses représentants et ils doivent obéir en termes globalement de politique pénale à ce que décide le pouvoir exécutif, le législatif et l'exécutif, bénéficiant de la légitimité démocratique par l'élection, ce dont ne disposent pas les magistrats. Donc aujourd'hui, leur prétention à dicter à la société leur morale est totalement irrecevable. Elle est totalement irrecevable. On va me dire, mais non, c'est pas vrai, etc. Mais si, je peux vous dire que c'est d'expérience, j'ai pu le constater. Et ce qui le démontre aussi, c'est le double standard. C'est le double standard parce que ce sont certaines parties particulières de la société qui bénéficient de leur bienveillance, voire, et on va en parler un peu plus loin, de leur complaisance. Il y a le système Macron, où après l'avoir porté au pouvoir, on le protège, et il y a les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ce sont les couches populaires dont le corps des magistrats se méfie comme de la peste, hein, parce que comme dit Jean-Luc Mélenchon, ce sont tous des beaufs racistes, etc. Et quand ils se sont révoltés, parce que c'est un peu une révolte, les gilets jaunes, eh bien, ils se sont fait massacrer au plan judiciaire. Ils ont subi une terrible répression policière, mais le pire, ça a été la répression judiciaire. C'est-à-dire que un deux poids deux mesures par rapport à d'autres couches de la société. Et certaines bénéficient d'un laxisme. Il y a les populations issues de l'immigration pour toute une série de raisons culturelles, idéologiques, hein, ce qu'on appelle les belles âmes qui sont extrêmement présentes dans ce corps vis-à-vis de cette population-là. Hein, ça leur est bien réservé. Donc, ça, c'est un des fondements du laxisme. Et c'est assez extraordinaire parce qu'il y a un refus
de cette réalité et un refus de prise en compte de ce que pense l'opinion publique. Toutes les études sont meurtrières de ce point de vue. L'opinion publique, je crois, à 75% considère que la justice est laxiste, c'est peut-être qu'il y a un problème. Et 75% se défient de sa justice. Deuxième problème important. Alors, on a eu Éric Dupond-Moretti. Enfin, nous sommes débarrassés de ce personnage sinistre, mais au profit de qui, on va le voir. Éric Dupond-Moretti qui disait ah non, non, il n'y a pas d'insécurité, il y a un sentiment d'insécurité. Ce qui est philosophiquement une absurdité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ma perception du réel. Donc, moi, je viens dire, entre le réel et votre perception, eh bien, il y a le sentiment, ce qui fait que vous pensez mal. Bon, c'est là aussi un autre débat. Toujours est-il que c'est une réponse qui exaspère l'opinion publique. Alors, euh, nous avons un nouveau garde des Sceaux. Monsieur Migaud, la quintessence du haut fonctionnaire socialiste corrompu. Quand je dis corrompu, attention, je parle de la corrosion, c'est-à-dire de l'absence de sens moral, de l'opportunisme, de la cupidité à certaines occasions, etc., qui font que nous avons là un personnage, la haute fonction publique en est pleine. Un personnage qui a alors occupé toutes les fonctions possibles dans l'intérêt de sa famille politique d'origine. Alors il n'est plus membre du PS, mais enfin véritablement, je ne sais pas ce qu'il va faire à la place Vendôme. Au poste de garde des Sceaux, mais ses premiers tours de piste en promettent pas mal de choses. Alors, il a été pris par surprise. Il a été visiter une prison et c'était, je crois, le même jour que la découverte de la tragédie philippine. Donc, en sortant de prison, il dit non, non, il n'y a pas de laxisme, qu'est-ce que ça veut dire? Les gens sont mal informés, etc. Ça a été assez mal perçu. Ça a été assez mal perçu. Et puis, il a dit aussi, il y a un événement, il y a un fait divers. C'est pas péjoratif, hein, Bouche, hein, notion de fait divers, parce que ça raconte une société, les faits divers. Donc, il faut faire attention à l'émotion, hein, il faut pas légiférer dans l'urgence. Et moyennant quoi, il a dit juste après, ah oui, mais là, il faudra quand même qu'on trouve le moyen et qu'on prenne des mesures législatives pour éviter que cette tragédie se reproduise. Il faudrait savoir, mon ami. Hein, laxisme ou pas laxisme, ne légiférons pas sous le coup de l'émotion, et bien finalement on va quand même légiférer. Et il a poursuivi ce brave homme qui m'a l'air d'être formé, ou en tout cas avoir des aptitudes à occuper ce poste assez peu visible. Il nous a dit, à propos de l'affaire de Mazan, dont on a déjà parlé, il nous a dit, oui, mais il s'est mêlé d'un débat où il n'était pas nécessaire qu'il s'implique. Oui, je suis partisan d'inclure dans la législation française du fait de l'émotion qu'il y a autour de l'affaire de Mazan, des débats qui ont lieu entre les féministes sur les questions du viol, etc., des débats que je trouve normaux, hein, eh bien, on va mettre dans la loi française la notion de consentement. Et boum, ah bon, je croyais qu'il fallait pas légiférer sous l'émotion. Le consentement dans la loi française, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Et s'il y a bien quelque chose qui demande de la réflexion, il y a eu un travail important qui a été fait, puis ça avait commencé à l'Assemblée nationale avant la dissolution. La notion de consentement dans les textes sur le viol, c'est pas si simple. Alors, la loi française prévoit de sanctionner les pénétrations qui sont réalisées à l'occasion d'une violence, d'une contrainte, d'une surprise. Donc, et donc, tous ces critères, il suffit qu'il y en ait un seul, il y en a quatre, qui soient réalisés, fait qu'on est en présence d'un viol. Et d'autres pardon, que l'on mette le consentement, que l'on dise qu'il faut que la pénétration soit non consentie. Clairement, les quatre critères, dès lors qu'on considère qu'ils sont réunis, un seul d'entre eux, et je pense en particulier à la surprise, démontrent l'absence de consentement.
Donc, si on met le consentement dans la loi, ça n'est qu'un des arguments, hein, je suis tout à fait prêt à entendre toutes les positions sur ce point, au contraire, mais euh, on va avoir euh, nécessairement une difficulté. On va avoir une difficulté, c'est-à-dire que, à la limite, il faut que vous prouviez le consentement. Vous avez eu un rapport, quel qu'il soit, hein, parce que pénétration, c'est pas seulement ce que disaient les Romains, gladius in vaginam, c'était leur expression. Non, non, c'est beaucoup plus large, toute pénétration. Et donc, euh, il faut que vous puissiez, vous les magistrats, apprécier si le consentement était là ou pas. Le moyen, avec les quatre critères, il existe. Mais si on met le consentement dans la loi, ça va mais nécessairement changer le problème de la preuve. Il sera à la charge de la personne poursuivie de prouver que le consentement était là. C'est-à-dire qu'on va la renverser. Ce sera pas, on va pas demander à la personne qui a été violée de prouver qu'elle n'était pas d'accord. Si on met le consentement, c'est un peu fatalement, compte tenu de la façon dont se déroule le procès pénal sur la base de principes fondamentaux et auxquels il ne faut pas toucher, c'est effectivement, dont est déduite la présomption d'innocence, la charge de la preuve. C'est à l'accusation. En l'occurrence, ça peut être à la charge de la partie civile. Donc, on ne va pas demander à la victime, prouvez que vous n'étiez pas consentante, et on ne peut pas demander à l'auteur de la pénétration prouver qu'elle était consentante. Comment voulez-vous faire? Surtout qu'en général, c'est quelque chose qui se passe personne contre personne. Donc on va se retrouver parole contre parole. Et c'est justement parce qu'on a permis au législateur, au juge français, que le législateur lui a permis de reconstruire par un certain nombre de critères les circonstances de ce qui s'était produit et d'entrer en voie de condamnation. Bien. Donc, euh, lui vient se mêler de ça, d'une question tout à fait délicate et dont je répète qu'il est nécessaire de s'emparer. Alors, l'affaire de Philippines a également donné lieu à des, comment dire, des élans de démagogie assez immondes. Je pense à Madame Valérie Pécresse. Alors, vous voyez ce qu'elle est venue dire. Elle a dit, ah oui, mais la famille, qui était une famille des Yvelines, la famille ne doit pas, en plus de la perte de son enfant, enfin, quand je dis de son enfant, le faire-part était assez extraordinaire en disant ce qu'elle était. Philippine, une sœur, une enfant, une cousine, etc. Et donc, Valérie Pécresse nous dit qu'il ne faut pas, en plus qu'elles aient le coût de la procédure, le coût de frais de justice, honoraires, etc., à leur charge. Donc, moi, présidente de région, je décide que la région va prendre ça en charge. Il y a un côté véritablement, terriblement déplaisant que cette démarche. Qu'est-ce que c'est que ces façons de venir? Vous avez vu, hein, moi, eh ben, je défends Philippines, hein, je défends la famille et c'est moi qui vais payer les frais de justice. Non, d'abord, c'est pas elle qui va les payer, c'est la région, c'est le contribuable régional, et un tel règlement serait parfaitement illégal. Et oui, parce que la région, elle dépense pour des choses qui ont un rapport avec l'intérêt régional. Hein, elle finance ceci, elle subventionne cela, mais elle ne peut pas faire des cas particuliers de cette façon-là, et donc c'est quelque chose d'illégal. Et si elle le faisait, il y a une jurisprudence, mais très abondante là-dessus. Quand il y avait des communes qui avaient décidé, quand il y avait une grève un peu longue, qui avaient décidé de créer un fonds de solidarité avec l'argent de la commune pour les grévistes, ces délibérations ont été annulées. Qu'est-ce que vous venez faire là, Madame Pécresse? Qu'est-ce que vous venez faire là? Surtout que le droit, il est ainsi fait. Si il y a une victime d'atteinte aux personnes, ce qui est le cas du viol et de l'assassinat de la jeune Philippine, eh bien, ça ouvre le droit à l'aide juridictionnelle sans critère de ressources. Pour obtenir l'aide juridictionnelle pour les procès courants, il faut établir qu'on est en deçà d'un certain revenu.
quand il y a des atteintes aux personnes, ça n'est pas nécessaire. Donc l'État déjà prend en charge cette donnée. Et puis il y a également ceux qui sont généreux, qui sont très émus par ce qui s'est produit et qui ont ouvert une ou des cagnottes, je n'en sais rien. Eh bien, oui, ça c'est une façon, cette générosité-là, elle peut être utilisée. Mais Madame Pécresse, ne venez pas avec ce genre de démarche que je trouve personnellement salissante. Voilà. Bon, eh bien maintenant, on va parler d'Alexis Collère. Alexis Collère, qui est l'inamovible secrétaire général de l'Élysée, mis en examen en 2022 pour prise illégale d'intérêt, et son affaire va être examinée, une des péripéties judiciaires de son affaire va être examinée ces temps-ci. Elle a été plaidée devant la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris et elle va donner lieu à une décision dans les semaines qui viennent, une décision que j'attends avec une certaine impatience. Alors, ce brave Alexis Collère, c'est un haut fonctionnaire tel que je les aime, ENA, etc. Et ensuite, alors je ne me rappelle plus très bien de son parcours. Toujours est-il qu'il est chez Moscovici, au cabinet de Moscovici, qui était ministre de l'économie de François Hollande. Ensuite, il a rejoint Emmanuel Macron quand Emmanuel Macron est devenu ministre de l'économie, succédant à Arnaud Montebourg, qui lui donna une grosse accolade au moment de la passation de pouvoir, ce qui montrait bien la cohérence de Monsieur Arnaud Montebourg. Donc, parce qu'on savait très bien qui était Emmanuel Macron, il n'y avait rien à ce moment-là pour des gens comme Montebourg, il n'y avait rien de caché. Alors, Alexis Collère, euh, il appartient à une famille, enfin, il a des liens familiaux par sa mère avec une grande société italienne, un grand armateur italien. Bien. Pourquoi c'est sa situation? C'est comme ça. Le problème, c'est que il a dans son activité de haut fonctionnaire était le représentant de l'Agence des participations de l'État. C'est notre, si vous voulez, notre outil, notre holding, le holding qui vous appartient à l'État, donc à vous et à moi, et qui prend des participations dans l'économie privée. Bien. Toujours est-il qu'il a été le représentant de cette holding d'État dans un certain nombre d'opérations, de conseils d'administration, de conseils de surveillance ou d'autres. Je ne connais pas bien le détail. On trouve tout ça sur Wikipédia. Vous avez vu que je donne la référence de Wikipédia parce qu'il n'est pas présenté comme un horrible complotiste pro-russe qui mange les petits-enfants, lui. Bon. Donc, Alexis Collère, lorsque son patron, Emmanuel Macron, quitte le ministère de l'économie et des finances pour préparer la campagne électorale qui l'amènera à l'Élysée, Alexis Collère, eh ben, il prend une disponibilité, je crois, et il file pantouflé dans la société de la famille de sa mère. Bien. Il va pantoufler, tout simplement, il va pantoufler. Ça pose déjà quelques petits problèmes un petit peu délicats. Puis il revient ensuite avec l'arrivée d'Emmanuel Macron et il devient secrétaire général de l'Élysée. C'est là où on commence à se poser quelques questions parce que, effectivement, ce passage dans le pantouflage montre bien l'importance de ces rapports. C'est que c'est direct et indirect, comme dit le code pénal. Alors, on regarde et l'affaire commence à prendre une certaine tournure et on s'aperçoit qu'à de très nombreuses reprises, il a suivi des dossiers, il a eu la surveillance ès-qualité de hauts fonctionnaires, ès-qualité de personnes publiques, il a eu la surveillance et l'administration d'affaires où le MSC, qui est l'armateur italien, avait des intérêts, et des intérêts de société, par conséquent, des intérêts privés.
Et c'est là que se pose le terrible problème de la prise illégale d'intérêt. Qu'est-ce que c'est que la prise illégale d'intérêt? Eh bien, écoutez, c'est lorsque une personne publique a ce qu'on appelle la surveillance et l'administration de l'affaire, d'ailleurs s'occupe d'une affaire, hein, et qu'il prend des décisions, ou il contribue à prendre des décisions, ou il use de son influence pour une opération dans laquelle, directement ou indirectement, matériellement ou moralement, il a des intérêts. Bien. Donc, c'est quoi, en fait? C'est que on sanctionne le soupçon que l'on fait peser ainsi par ce mélange des casquettes, publiques et privées. On nourrit un soupçon sur le fait que la décision publique n'ait pas été chimiquement pure en termes d'intérêt général et d'intérêt public. C'est ça la question. Et c'est pour ça que c'est sanctionné. Avant, ça s'appelait l'ingérence, maintenant, ça s'appelle la prise illégale d'intérêt. C'est ça. Et on s'aperçoit qu'il y a quand même de sacrés problèmes concernant la façon dont Alexis Kohler a géré ses fonctions publiques, alors même qu'il avait des intérêts privés avec l'armateur italien. Alors attention, il n'est pas nécessaire que cette infraction ait abouti à un enrichissement personnel. Non, c'est qu'on a mélangé le public et le privé. Et ça, c'est grave. La femme de César ne doit pas être soupçonnée. On ne doit pas pouvoir soupçonner la pureté de la décision publique. Alors, en général, soyons clairs, ça couvre des opérations beaucoup moins avouables. Quand le maire d'une commune se débrouille pour que ce soit une société appartenant à sa femme ou dont sa femme est gérante qui obtienne un marché public, c'est grossier. On sait très bien que l'intérêt matériel n'est jamais loin. Alors, en tout cas, c'est assez obscur, c'est une très grosse société, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires, il y a eu des questions de rachat des chantiers de l'Atlantique dont l'État était propriétaire par l'Italien. Finalement, ça ne s'est pas fait. Enfin, en tout cas, il y a une grosse pollution par des intérêts privés des responsabilités de M. Colère. Alors, la presse s'en est emparée. Il y a eu Mediapart qui a lancé les hostilités et il y a eu une plainte d'anticorps. Pas beaucoup anticorps, c'est peut-être de parquet privé plutôt au service du Parti socialiste, mais ils ont déposé une plainte simple, ce qui est normal. Et le parquet national financier a bien été obligé de faire semblant. Donc ils ont lancé une enquête préliminaire. Et il y a eu une demande qui a été faite à la police, je ne me rappelle plus comment s'appelle cette division, hein, qui ont fait une enquête avec un commissaire qui a fait un rapport en disant mais il n'y a pas de problème, une prise illégale d'intérêt, Monsieur Colère est collé. Enfin, il l'a pas écrit comme ça, c'est moi qui le dis. Et Monsieur Colère, bon, a probablement commis l'infraction de prise illégale d'intérêt. Bien. À ce moment-là, panique à l'Élysée. Que fait le président de la République en exercice? Je ne sais pas si vous vous rappelez, il s'appelle Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, qui est tout ça, qui bénéficie d'une immunité totale, immunité judiciaire, mais immunité de sa personne. On n'a pas le droit de le toucher. D'accord? Bien. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il ne se fatigue pas. Il fait une lettre qu'il fait adresser au parquet national financier, hein, dans laquelle il dit, mais non, 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 il n'y a aucun problème. Quand il était à mon cabinet, puisque tout ça, c'est au moment où il était au cabinet du ministre de l'économie, Emmanuel Macron, tout s'est bien passé. Moi, je savais, il n'y a aucun problème et tout. Et à ce moment-là, le parquet national financier, zip, il fait modifier les conclusions du commissaire et hop, tout va bien, circuler, il n'y a plus rien à voir. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire, bien sûr. Et vous vous rendez compte que c'est un témoignage. Le président de la République, qui est immunité, on ne peut pas le poursuivre pour faux témoignage, il n'est en aucun cas, il ne peut s'ingérer dans une affaire judiciaire en cours, mais il ne se casse pas la tête. Allez, oh non, 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 il est très gentil, hein, et le parquet national financier s'incline. Fabuleux, fabuleux. Ils n'ont pas beaucoup d'amour-propre. Hein. Anticorps ne laisse pas les choses en l'état. À l'époque, ils avaient encore leur agrément, qu'ils ont récupéré il n'y a pas très longtemps. Et à l'aide de cet agrément, ils déposent une plainte avec constitution de partie civile. Et constitution de partie civile, ça oblige le président du tribunal à nommer un juge d'instruction.
C'est-à-dire que il n'y a pas besoin de ce qu'on appelle de réquisitoire introductif du parquet, qu'il avait refusé de faire, donc, et donc, hop, crac, juge d'instruction. Je crois qu'il y en a deux qui sont nommés. Ils font leur instruction, etc. Bon, ça avance. Et puis au moment où ils vont régler, ils mettent Colère en examen. C'était difficile de pas le faire. Et à ce moment-là, Colère lève le doigt par l'intermédiaire de ses avocats. Tout ça, ça a déjà, si je ne m'abuse, 15, 16, 17 ans. Hein, bon. Et donc, enfin, que les faits se sont déroulés. Et il dit, il y a prescription. Il y a prescription parce que, à cette date, etc. Et que pensez-vous qui se passe? Il dépose ça devant la chambre d'instruction en demandant que soit constatée par les juges d'instruction la prescription, c'est-à-dire que les poursuites ont commencé au-delà du délai de prescription de l'époque, qui devait être de 3 ans. Et le parquet, qu'est-ce qu'il fait? Il appuie la demande de prescription. Non, 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 non. Nous, on dit que M. Colère, il n'a rien fait du tout. Le parquet continue à se déshonorer absolument tous les jours. Il n'y a aucun problème pour lui. Et donc, euh, le problème se pose maintenant de savoir si cette prescription est acquise. Alors, ce qui est très amusant, je n'en sais rien parce que je ne connais pas le dossier dans ses détails. Les magistrats instructeurs, je crois, disent que dans la mesure où M. Colère a tout fait pour masquer cette réalité de contradiction d'intérêts. Et donc, le délai de prescription n'a couru qu'au moment où on l'a découvert. C'est des différentes théories sur la prescription. Mais ce que je trouve vraiment rigolo, c'est que euh, la question du moment où on l'a su procède aussi de la démarche de Monsieur Emmanuel Macron. C'est quand même assez fantastique, quoi. C'est quand même assez fantastique. C'est-à-dire que, alors même que ce sont des questions décisives sur la façon dont ça a été géré à partir du moment où l'affaire a commencé, pour faire partir ce délai de prescription, eh bien, voilà, il y aura divers éléments qui vont être examinés et on va se poser la question de la portée de la lettre de Monsieur Emmanuel Macron, venant pour la première fois dans l'histoire s'ingérer dans une procédure judiciaire, apporter son témoignage à quelqu'un alors qu'il n'encourt aucune des responsabilités de celui qui témoigne. Bon, c'est bien, c'est la République bananière dans toute sa splendeur. Bon, alors, toujours affaires politico-financières. Maintenant, on va parler du RN. Alors, le RN, la procédure commence le 30 septembre, le lundi 30 septembre, et c'est une affaire dont le modèle s'est déjà déroulé à propos des attachés parlementaires du Parlement européen. Et les gens du parti de François Bayrou du Modem ont été poursuivis, certains ont été condamnés, et l'organisateur du système qui faisait que, en fait, les attachés parlementaires étaient des permanents politiques utilisés par le MoDem, a donné lieu, le concernant, à une relaxe. Donc, je crois que le parquet a fait appel. On n'a pas entendu parler depuis longtemps. Une relaxe. Ce qui était amusant, c'est que Corinne Lepage avait dénoncé ce système en 2015. Personne n'avait bougé, les parquets n'avaient pas bougé. Donc, elle avait raconté comment ça se passait. Et évidemment que François Bayrou ne pouvait pas ne pas être au courant de ces méthodes. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec le Rassemblement national? Alors, voudrais faire deux types d'observations. La première observation sur le fond. Il y a désormais, du fait de la dépolitisation, désidéologisation de la politique, qui est devenue un métier comme un autre, il y a une vision technique de l'action politique, une vision très technique de l'action politique. Ça, c'est ce qui a coûté cher à, à François Fillon et pas du tout à Bruno Le Maire. Hein, François Fillon lui a reproché d'avoir employé Pénélope. Bruno Le Maire, l'homme du renflement brun, il a pris comme attaché parlementaire son épouse qui était artiste peintre, dont personne n'a le moindre souvenir à l'Assemblée nationale, et il ne lui est rien arrivé. Ce qui lui a permis de défoncer les finances de la France.
C'est effarant. L'histoire Bruno Le Maire est absolument effarante. Rappelons que Emmanuel Macron l'a maintenu jusqu'au bout. C'est la dissolution qui lui fait perdre son poste. Il est allé se réfugier en Suisse. C'est fabuleux. Bon, les Français sont d'une patience d'ange, je le leur reproche d'ailleurs. Et donc, en ce qui concerne par conséquent le fond, euh, clairement, je vois mal, dans l'idée que je me fais de l'action politique, je vois mal comment on fait la limite entre ce qui relève de la mission d'un attaché parlementaire et ce qui relève d'une mission politique. Je ne dis pas qu'il faut ne pas mettre les pieds à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen, mais enfin, bon, tout le travail qui est fait sur le terrain pour la réélection, ce qui est d'aller travailler, de faire sa veille à tel endroit ou tel endroit, c'est de l'activité politique et il appartient à l'homme politique qui est quand même libre de faire sa politique comme il l'entend. C'est pas le juge qui décide comment il doit mener son action politique. C'est extraordinaire, ça. Bien. Et donc, avec des attachés parlementaires, alors, c'est les deux tiers du Parlement français, Assemblée nationale et Sénat, les attachés parlementaires étaient très souvent des membres de la famille. C'est devenu interdit, c'est idiot, mais bon, c'est comme ça. C'était moins drastique que pour le Parlement européen. Il faut être à Bruxelles, il ne faut travailler que dans la bureaucratie bruxelloise, il ne faut parler que de ce que dit Madame von der Leyen, etc., etc. Je caricature à peine, hein. Je caricature à peine. C'est-à-dire que si vous voulez faire de la politique, c'est pas au Parlement européen qu'il faut aller. Bien. Donc, les attachés parlementaires, reproches qui ont été faits au MoDem, les mêmes reproches ont été faits au Rassemblement national, qui était Front National à l'époque, d'ailleurs, je crois. Hein, et donc, on lui reproche d'avoir fait financer des permanents politiques par le biais des rémunérations des attachés parlementaires. Alors, ils ont remboursé, il y a une procédure, je m'étais penché dessus, je ne vous cache pas que j'ai un peu oublié. Je ne sais pas combien de temps le procès va durer. Je vais le suivre attentivement et je vous propose de revenir pour me faire interroger un petit peu sur ce qui se passe. C'est plus facile que de faire des monologues comme je suis en train de le faire. Mais la deuxième série d'observations, c'est ce qu'il peut en sortir. Si on applique la jurisprudence qui a été celle du MoDem, se posera la question de la relaxe du chef. Moi, je la pense un peu difficile du point de vue du fait de la jurisprudence précédente et de la jurisprudence des juridictions françaises. Je la critique, je la désapprouve, parce que j'estime que les juges n'ont pas à se mêler de l'action politique, mais elle est là. Donc c'est une source du droit. Et je m'explique, je me détermine à partir de ce qu'elle raconte si je veux faire quelques pronostics. Toujours difficile, les pronostics. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Une relaxe pour Marine Le Pen comme François Bayrou, j'y crois pas une seconde, hein. Eux sont les méchants, les gens du Rassemblement national pour les magistrats, donc je serais extrêmement surpris. Le problème, c'est que c'est un peu délicat. C'est un peu délicat parce que je vois mal pour une infraction qui est une infraction à caractère politique. Vous avez détourné des fonds publics, soit européens ou français, vous avez détourné des fonds publics, hein, par conséquent, et alors que vous êtes élu, vous êtes en charge d'une mission de la République, hein, c'est spécialement mal, hein, il suffit de lire les jugements qui sont plus des jugements maintenant, hein, motivés, c'est devenu des tracts. Oh mon Dieu, que vous êtes immoraux. Donc, je ne vois pas comment une décision qui serait rendue dans cette affaire puisse échapper à un prononcé d'inéligibilité. Bon, alors, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, il y a toujours l'appel. Est-ce que l'appel, si Marine Le Pen est condamnée et déclarée inéligible, Bardella est déclaré inéligible, je crois qu'il est poursuivi aussi, je ne sais plus, enfin bon, peu importe. Euh, L'important, c'est Marine Le Pen. Euh, Si elle était condamnée et déclarée inéligible et condamnée à la peine complémentaire d'inéligibilité, elle pourrait faire appel, mais ça passerait pas avant 2027, hein. Donc, l'appel peut être suspensif, mais maintenant, parce que si vous voulez, les politiques, ils adorent voter des textes qui les rendent encore plus vulnérables. Après, ils se plaignent quand ça leur tombe dessus. Donc, maintenant, le tribunal peut prononcer l'exécution provisoire de l'inéligibilité. Alors, ils vont être bien embêtés quand même, et politiquement bien embêtés, parce que avec la situation dans laquelle nous sommes,
avec le score du Rassemblement national, qui est quand même le premier parti de France. Alors bon, le 7 juillet nous a montré qu'une grande majorité de Français ne voulaient pas du RN à, à l'Assemblée, mais enfin, bon, il a le soutien et la confiance des couches populaires. Donc, prononcer une peine d'inéligibilité à l'encontre de Marine Le Pen, c'est politiquement risqué quand même, parce que ça apparaîtra comme un scandale, comme une volonté dictatoriale d'écarter. Alors, ceux qui représentent, qu'on le veuille ou non, que ça déplaise ou non, les couches populaires. Alors, bien évidemment, quand on voit ce qui s'est passé, pour moi, ça a été le pire de la séquence. C'est le 7 juillet, après le 7 juillet, c'était la semaine d'après, quand on a installé l'Assemblée nationale et que tout d'un coup, on a décidé que 11 millions de voix, le premier parti de France et le groupe le plus important à l'Assemblée nationale, de 143 députés, je crois, ne pouvaient pas être représentés dans les instances internes de l'Assemblée nationale. On leur a craché à la figure, mais c'est incroyable. C'est absolument incroyable. C'est un déni de démocratie fantastique. Il y a des règles, elles sont appliquées. Ce sont des règles républicaines. Il faut que ce soit la proportionnelle, les commissions, les présidences, etc. Et non, 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 cela non. Les sans-dents, pas question. Donc, c'est possible qu'une condamnation à une peine d'inéligibilité ait du mal à passer, qu'elle soit suspendue par l'appel ou qu'elle soit immédiatement exécutoire. Eh bien, nous verrons. Tout ça risque d'être assez intéressant. Je vais terminer, promis, avec un de mes amis. C'est toujours un de mes amis. On est d'accord, on n'est plus d'accord sur rien. Dominique Régnier, le directeur de Fondapol, une histoire avec Fondapol, Dominique Régnier, qui est un européiste acharné, atlantiste également, etc. Donc vous imaginez qu'on n'est pas d'accord sur grand-chose, mais je ne sais pas, il a pris un coup de lune, quelque chose. Hein, c'est quelqu'un qui a une certaine honnêteté intellectuelle. Euh, il est venu sur une chaîne d'infos, là, je ne sais plus laquelle. Bon, je vais vous la passer. Euh, et il fait un petit constat, j'espère que ça fait 1 minute 20, je crois, j'espère que je ne vais pas avoir d'ennui avec YouTube, où il fait un constat de la situation de l'État français, il nous dit qu'il est détruit. Alors, venant de sa part, ça m'a surpris, mais c'est d'autant plus inquiétant. Voilà. Bon, eh bien écoutez, j'ai terminé, je vous laisse avec le diagnostic du docteur Régnier. Euh, c'est pas encourageant. Nous savons qu'avec ce niveau d'endettement, ce niveau de déficit, en réalité, nous ne sommes plus souverains. C'est pas vrai. Nous avons emprunté. Nous sommes l'un des pays qui, au monde, se finance le plus sur des marchés extérieurs. Nous sommes dépendants. Un État dépendant à ce point-là n'est plus un État vraiment souverain. Ça fait 50 ans exactement, 74-2024, que nous ne savons pas gérer nos finances publiques, que nous sommes en déficit et que nous répondons par l'emprunt, par l'impôt. On avait eu l'occasion tous les deux d'en parler déjà. C'est le signe que nos élites politiques ont été incapables, il faut le dire, de gouverner correctement le pays du point de vue des finances publiques. Maintenant, depuis 20, 25 ans et de plus en plus, les Français ont aussi le sentiment que cet État, défaillant sur le plan des finances et du budget, n'est pas capable de contrôler les frontières, n'est pas capable d'assurer la sécurité de sa population. Un État qui perd sa souveraineté, qui n'est pas capable d'assurer la sécurité des frontières, qui n'est pas capable de protéger sa population, c'est un État qui disparaît. Nous sommes dans une situation historique où les Français commencent à avoir ce sentiment que l'État est plus que défaillant, il est en train de disparaître puisque toutes ces caractéristiques, maîtrise du territoire, protection de la population, maîtrise de ses finances publiques, tout ceci est en train de lui échapper. Et sa seule réponse serait de répondre par une hausse des impôts, c'est-à-dire d'utiliser ce qui lui reste d'autorité pour contraindre les Français à payer davantage le fonctionnement de l'État. C'est-à-dire qu'il utiliserait au fond ultimement son autorité pour créer une tension avec son propre peuple. Là, c'est la fin. Nous arrivons au bout d'un cycle et il faut vraiment éviter cette situation parce que c'est celle d'une confrontation entre l'État français et le pays.